Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Pour répondre à plusieurs demandes qu'on a reçues sur la page Instagram de Virage, on va parler aujourd'hui et pendant 3 semaines en fait du burn-out. Oui. On va commencer cet épisode-ci par le burn-out, qu'est-ce que c'est et comment je vis cela quand je suis dans cette situation. On consacrera un épisode également au pré-burnout et la prévention qu'on peut faire, qu'on peut avoir, et puis le post-burnout ou comment ne pas retomber dans ces travers. Donc aujourd'hui, on va parler donc de ce burnout. Ça nous paraissait important, non seulement pour répondre aux questions que les auditeurs nous posent, mais également parce qu'on s'est rendu compte que depuis 5 ans, en tout cas dans le monde du travail, le burnout avait augmenté de 25%. Oui, c'était énorme. Donc c'est vraiment un chiffre important. Donc c'est malheureusement un sujet qui est au devant de l'actualité. Ouais. Alors peut-être pour commencer, une petite définition du burn-out. Oui. Le burn-out, c'est un processus, c'est pas une maladie. Oui. C'est un processus qui est lent, qui mène à un épuisement et qui est accompagné de troubles psychiques et dans certains cas même de troubles physiques. Tout à fait, oui. Et alors, le burn-out aussi, c'est la combinaison de 3 facteurs. Oui, tout à fait. Donc on peut dire que c'est la combinaison du facteur contexte, environnement de travail ou environnement familial, puisqu'on parle aussi de burn-out parentaux, de burn-out familial. Et donc, il y a le contexte qui est évidemment déterminant, la pression qu'on nous met, les exigences qu'on a. Puis, il y a le facteur de notre potentiel d'énergie, quelque part. On sait qu'on n'est pas tous égaux. On sait qu'on n'est pas tous égaux au niveau du sommeil. Certains ont besoin de 8 heures de sommeil, d'autres de 4. Enfin, j'ai un ami qui fait 4 heures par nuit, toutes les nuits de sa vie, et ça va très bien. Et d'autres personnes diraient, mais 4 heures, je ne pourrais jamais m'en sortir. Donc, on n'a pas la même énergie au départ. Et puis, le 3e facteur, qui pour nous est probablement le plus important, ou en tout cas le plus intéressant, je vais dire, parce que c'est celui sur lequel on a le plus de pouvoir, c'est le facteur de comment nous réagissons à ce contexte, comment nous interagissons avec la pression qu'on nous met, les demandes qu'on reçoit, comment même parfois on se propose soi-même beaucoup trop vite. Enfin voilà, la manière dont on gère finalement les activités de notre quotidien qui font qu'on se met soi-même en partie, donc on dit bien ça en partie, on n'est pas 100% responsable, mais en partie comment on participe quelque part à ce burn-out. Et donc c'est celui-là évidemment, je disais qu'il nous intéresse plus, puisque là, on va pouvoir participer autrement à notre vie, s'impliquer différemment au travail, ou prendre plus de recul par rapport à la famille, enfin des choses comme ça, qui vont permettre justement d'éviter soit d'y retomber, soit d'y tomber tout court, en fonction un peu du stade où on en est. Le burn-out, une fois que malheureusement on tombe dedans, on est vraiment dans une situation de chaos, on peut dire ça comme ça, autant physique que mental. On peut vraiment dire que les batteries sont à plat, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, cette image de batterie, effectivement, on l'utilise régulièrement avec les patients pour dire, voilà, c'est comme si vous aviez jamais rechargé votre téléphone, ou votre ordinateur portable. Évidemment, à un moment donné, il ne fonctionne plus. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Vous avez exigé toujours plus, continuer à fonctionner. Et donc, effectivement, cet état de chaos que tu mentionnes, c'est vraiment le vrai burn-out. Donc, le burn-out complet, si on peut dire, c'est le chaos, c'est je ne sais plus sortir de mon lit ce matin, je ne peux plus me lever. Imaginer, c'est même pas imaginer aller au boulot, on n'en est même pas là, imaginer m'habiller est déjà trop, quoi. Et ça, c'est important parce que voilà, le mot est galvaudé aussi. Le mot burn-out, on l'entend beaucoup et il est pris à toutes les sauces. Enfin, moi, j'ai pas mal de patients qui viennent en disant, voilà, je viens voir parce qu'on m'a diagnostiqué un burn-out. Et puis, quand on pose des questions, on se rend compte que c'est pas forcément de l'épuisement, c'est pas forcément ce chaos. Ça peut être un problème relationnel au boulot. C'est pas parce que ça ne va plus au boulot que c'est un burn-out non plus. C'est pas parce que j'ai plus envie d'y aller que c'est un burn-out, parce que je peux ne plus avoir envie, parce que je vis du harcèlement, pour X ou X autres raisons. Et donc, le burn-out, en soi, si on parle vraiment du stade avancé du burn-out, donc
on est dans ce chaos-là. Et on est vraiment dans un épuisement. C'est ce qui fait la différence aussi avec une dépression. Oui, alors ce qui fait la différence, c'est vrai que c'est la manière dont on y est arrivé, surtout. C'est que la personne qui vit le burn-out, donc il y a ce chaos. Et puis il y a aussi une déception de lui-même, une déception de toucher ses limites, en fait, de voir qu'il n'a pas été capable de tenir plus, d'assurer mieux au boulot, par exemple, si c'est au boulot, ou d'assurer mieux avec les enfants. Enfin, c'est la même chose pour le burn-out. Mais la différence avec la dépression, pour moi aussi, c'est que la personne qui est en burn-out, souvent, en tout cas tout un temps, ne reconnaît pas le burn-out. C'est-à-dire, va dire, et risque d'avoir sa batterie tout à plat, d'être chez le médecin, quand le médecin lui dit « je vais vous donner un certificat », moi je dis souvent aux médecins, quand ils me disent « on ne sait pas toujours dire c'est burn-out », je dis la personne à qui vous dites je vous mets combien, je vous mets un mois, et qui vous dit « c'est trop », ça risque d'être un burn-out. Celui qui vous dit oui, un mois, je signe tout de suite. C'est moins le profil, en tout cas burn-out, qui est en général un profil je voudrais retourner, je voudrais en faire plus, je veux être assuré, je peux pas laisser ma place, comment mes collègues vont s'en sortir. Le burn-out, en général, sont des personnes vraiment dans l'activité et dans cette envie de bien faire ou même de trop bien faire, parce qu'on va retrouver un profil souvent perfectionniste ou bien de ne pas décevoir, de permettre que les autres puissent leur refiler une partie de leurs tâches, etc. Des gens qui en général donc travaillent beaucoup, qui en une fois se retrouvent en fait complètement HS et qui doivent en fait apprendre du coup à reprendre du temps, à se reposer, parce que c'est la première chose à faire quand on est complètement sombré dans ce burn-out, c'est qu'il va falloir d'abord se reposer. La batterie, elle est à plat. Il va pas falloir directement rebrancher la prise pour lui redonner un petit peu d'énergie pour pouvoir recevoir quelques appels. Il va falloir prendre le temps de laisser ce téléphone de côté, de pas recevoir des appels. Ou de le mettre en mode avion, j'ai envie de dire. Et donc de se dire, voilà, je branche peut-être, je laisse la batterie se recharger. C'est-à-dire, je me repose, donc comme tu disais exactement. Mais pas de se dire, il y a 5%, je recommence une activité, ou du coup, je vais vite faire du bricolage dans ma maison parce que je suis quand même en congé, donc j'en profite. Non, s'il y a un congé, et ça, il faut souvent le rappeler aux gens qui ont des burn-out, si vous êtes en congé, c'est pas pour rien, c'est pour vous reposer, c'est pas pour faire d'autres choses qui vont vous fatiguer de nouveau, qui vont pas vous permettre de repartir à un moment donné et de recharger vraiment les batteries. Donc effectivement, la première chose, c'est évidemment le repos. La deuxième chose, du coup, c'est d'aller, et ça on le fait assez rapidement en fait avec l'approche de la thérapie brève, c'est que dès le début, on va réfléchir avec la personne à comment elle en est arrivée à ce stade, évidemment. Identifier un peu les éléments déclencheurs, les travers. Voilà, exactement. Alors à plusieurs niveaux, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, au niveau du contexte, est-ce que ce sont des éléments du contexte, auquel cas il faudra repenser le contexte, évidemment, et se dire, je sais pas... le lieu de travail, les conditions de travail. Le nombre d'heures, voilà. Ou bien, est-ce que c'est moi qui ai tendance à en faire trop, en prendre trop est-ce que ce sont les autres qui me chargent beaucoup ? Je ne sais pas dire non, je ne sais pas déléguer. Là, on va réfléchir, si les autres me chargent, c'est peut-être que je ne mets pas mes limites. Et ça, on va commencer dès le début, en fait, à essayer de, si on peut dire, faire l'apprentissage, tirer la leçon de cette expérience de burn-out, qui souvent, d'ailleurs, après, moi, ça me frappe, les patients, après, ils me disent, c'est de la chance d'avoir eu ça. Mais au moment où on est dedans, évidemment, on ne le voit pas du tout comme une chance. C'est juste une calamité, enfin voilà, c'est un peu même catastrophique. On vit ça vraiment comme quelque chose de lourd. Et en plus, comme c'est quand même très lent, il faut bien le dire et le répéter, c'est très lent pour se remettre, parce qu'il y a beaucoup de choses à reconstruire. Et donc, effectivement, ce temps-là peut être mis à profit pour travailler sur comment je pourrais gérer différemment, comment je pourrais faire en sorte de ne pas retomber, puisque bien évidemment, et donc là on prépare déjà la phase post-burnout, la phase où on va reprendre, et souvent reprendre, moi j'encourage et je trouve que ça c'est génial parce qu'aujourd'hui existent les mi-temps thérapeutiques. Retourner progressivement au travail, parce qu'effectivement passer de je suis restée à la maison pendant X mois à un temps plein, ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, c'est ça. Donc et ça, préparer ce retour progressif au travail, ça fait partie du processus de sortie du burn-out et donc encore de son congé maladie. Je dis souvent, il ne faut pas trop tarder non plus pour le faire, parce que ça permet quand même, pour le travail de reprise, de vivre des expériences nouvelles, puisque voilà, si je veux apprendre à mettre mieux mes limites, mais tant que je ne retourne pas au travail, je ne sais pas apprendre vraiment. On peut déjà prendre conscience qu'il faudrait le faire, se dire comment est-ce que je pourrais le faire la fois prochaine que votre manager vous demandera ceci ou votre collègue cela, comment vous allez faire, mais tant qu'on n'y est pas vraiment, donc c'est intéressant, j'ai envie de dire, de plonger quand même dedans, parce que alors ce mi-temps, ces quelques heures-là,
seront l'occasion de tester comment j'arrive à gérer différemment. Et finalement, ces apprentissages-là, ils se mettront vraiment en place que dans la vraie vie, et pas seulement d'y penser, d'en parler avec un psychologue pendant des heures. Ce qui est intéressant surtout, c'est de faire des expériences et de voir que si je mets ma limite, mon manager l'accepte ou pas. Et si c'est pas le cas, se dire alors est-ce que vraiment cet endroit me convient? Parce que là, c'est que le contexte est vraiment non adapté, peut-être, pour moi en tout cas. Peut-être que quelqu'un qui aurait moins besoin de sommeil pourrait travailler toute la nuit, ça lui conviendrait bien, mais moi, ça ne me convient pas, par exemple. Ou moi qui veux garder une importance à mes enfants, ça ne me convient pas. Donc, c'est tout cet équilibre-là qui va être réfléchi aussi grâce au burn-out. S'il n'y avait pas ce moment où le corps dit « stop », on pourrait continuer à fonctionner finalement dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et donc, le burn-out, effectivement, c'est malheureusement, souvent c'est très tard et souvent donc, on est assez abîmé quand même, mais c'est quelque chose, un mécanisme salvateur, on pourrait dire, de l'être humain qui nous dit repose-toi et qui nous dit fais autrement. Et donc, c'est un peu ces deux étapes-là qu'on va travailler avec la personne, quoi. Et puis quand ça nous tombe dessus, le burn-out, on a aussi un cocktail d'émotions. On vit les trucs terriblement à l'intérieur et c'est un chamboulement. Il y a un mélange de tristesse, de colère. Oui, c'est ça. Il y a la tristesse, on parlait de déception de soi-même. Donc on est déçu de toucher nos limites, on est déçu de ne pas pouvoir assurer. Et donc je pense qu'il y a effectivement de la tristesse de se dire j'y suis pas arrivée, en fait, alors que j'aurais voulu. Il peut y avoir de la colère sur soi-même, de ne pas y être arrivé, ou sur les autres, puisqu'on peut se dire, et à juste titre parfois, le contexte, ils m'ont trop pressé, ça a été trop exigeant, etc. Et donc, je suis fâchée, et je sors de là fâchée. Et donc, ces émotions-là vont devoir aussi être traitées, en fait, pour avancer dans le burn-out et pour pouvoir sortir. Parce que si on commence à être tout le temps en train de ruminer de la colère vis-à-vis de son patron, vis-à-vis d'un collègue, n'importe, bien évidemment, ça ne va pas nous aider à nous reposer. Oui, parce que ça ne va pas aider le sommeil, évidemment. Voilà, exactement. Donc là, ça va être important de pouvoir évacuer cette colère, mais aussi de se dire comment cette colère, si elle est là, qu'est-ce qu'elle me dit? Parce qu'en fait, la colère, elle est utile. On en a déjà parlé dans un épisode dédié à la colère. La colère est utile. Elle nous dit de mettre mes limites autrement. Et donc, c'est justement une des informations, un des apprentissages. Voilà, c'est une information clé. Et donc, si je me sens en colère parce que je me dis j'ai pas été respectée dans mon contexte de travail, la question, c'est de se dire comment j'aurais pu, moi, faire autrement pour me faire respecter, justement, comment j'aurais pu faire pour mettre ces limites-là qui m'auraient protégée. Et donc, c'est un travail qui peut se faire aussi. On peut le faire seul ou on peut le faire accompagné selon le besoin. Je ne vais pas dire que tout le monde qui est en burn-out a besoin d'aide, mais c'est sûr que ça aide vraiment beaucoup d'avoir quelqu'un d'extérieur pour avoir un regard autre que juste l'entourage, parce que l'entourage proche, souvent, ils disent repose-toi, tu dois prendre soin de toi, mais après, ils sont parfois un peu dépourvus. Oui, parce que sur le long terme, l'entourage ne comprend pas toujours bien non plus que ce repos est indispensable et qu'il faut s'arrêter complètement et que physiquement, parfois, on ne suit pas du tout. C'est pas toujours évident non plus pour l'entourage de le comprendre. Non, parce que parfois, l'entourage dit repose-toi, mais comme tu es en congé, tu peux quand même faire telle course ou telle course, quoi. Et donc, il y a un peu un message, un double message qui est envoyé par l'entourage et qu'on peut comprendre, évidemment. L'autre qui travaille, il continue, il se dit je vais un peu en profiter pour déléguer des choses, mais c'est justement un moment où vraiment c'est important de se reposer complètement, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, et pour l'entourage ça peut être très lourd aussi, parce que le burn-out, comme il dure longtemps, on en a parlé, ça peut épuiser l'entourage. On parle du burn-out qui est contagieux. Et on le dit pour les entreprises, parce que évidemment, quand un collègue est en burn-out, s'il n'est pas remplacé, les autres ont plus de charges de travail. Et puis du coup, il y a des équipes comme ça qui se déciment un peu suite au burn-out qui s'étend. Donc, s'il n'y a pas une réaction de l'entreprise, d'engager, de remplacer, ça peut être compliqué. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Voilà, deux choses peut-être. Le repos, bien évidemment, et le fait, je mets ça avec le repos, que ça prenne du temps. Ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, d'avoir conscience pour ne pas être constamment déçu, de ne pas remonter plus vite la pente au niveau de l'énergie, parce que ça peut prendre vraiment du temps. Et puis, le fait de se dire comment je vais fonctionner différemment, qu'est-ce qui devrait être différent, qu'est-ce qui m'a amené, il y a toute une réflexion sur comment j'en suis arrivée à ça. Et comment, du coup, je vais pouvoir changer ça. On va revenir là-dessus, d'ailleurs, pour le pré-burnout, puisqu'on
on sera aussi dans comment éviter de tomber en burn-out, et donc on va être aussi dans cette logique. Voilà, et donc c'est effectivement l'objet de l'épisode de la semaine prochaine, où on va voir la prévention au burn-out. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres épisodes passés et à venir.